Alors, bienvenue pour ce webinaire sur la chirurgie robotique que Jérôme Rigaud va nous présenter, va nous faire aujourd'hui. Jérôme Rigaud est chef du service d'urologie au CHU de Nantes et directeur de l'école de chirurgie et de pratique interventionnelle. Il est aussi coporteur de FAME, et FAME c'est un cluster de recherche intégrée de Licit Next où nous travaillons les facteurs humains dans la technologie médicale de façon à améliorer l'acceptabilité mais aussi l'usage dans le temps et sur le moment précis. Jérôme, je te laisse te présenter un peu plus. Merci Marion, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chirurgien urologue, chef de service au CHU de Nantes, directeur de l'école de chirurgie, et puis on s'était approché avec Cédric Dumas pour co-porter justement le cluster FAME dont a parlé Marion. Et donc moi j'ai une expertise en chirurgie robotique, j'ai commencé à en faire en disant les premiers en France en 2008 sur la chirurgie abdominale. Je vous parlais, il y a plein de robots qui existent dans le monde de la robotique. Et donc avec Cédric, on avait travaillé ensemble et monté le cluster FAME pour justement travailler un peu sur les facteurs humains et assez particulièrement pour ce qui me concerne moi, tout ce qui est la robotique et l'apprentissage de la robotique. Donc, je passe au topo dès maintenant. Oui, tu peux nous présenter effectivement ton document. Ouais. Et puis après, 25-30 minutes pour vous montrer un petit peu ce que c'est que la chirurgie robotique et puis ensuite on va discuter si vous avez des questions différentes. Voilà, on aura une session questions-réponses et on a Cédric Dumas qui est deuxième coporteur de FAME qui est présent aussi avec nous, qui pourra répondre aussi à d'autres questions si besoin. Donc là, vous avez mon écran normalement, oui. Partagé. Donc, comment c'est témoigner d'intérêt. Alors, globalement, je travaille avec beaucoup d'industriels et surtout, là, pour être très clair, je travaille avec la société Intuitive qui fait le robot. Mais vous allez voir que je vais rester assez objectif quand même sur le sujet. Alors, quand on parle de chirurgie robotique et qu'on est dans le monde de l'ingénierie, en fait, l'idée de la robotique, c'est de mettre toute la technologie qui est autour, avec un mot assez important, je trouve, dans la robotique, qui est de dire que ça doit être automatique. Vous allez voir que la chirurgie, c'est pas automatique en pratique. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des gestes. Si on met un robot, et c'est l'idée qu'a le grand public également, de dire bah, c'est le robot qui m'opère, c'est le robot qui fait, et le chirurgien, il fait plus grand-chose. Alors vous connaissez tous les processus industriels que l'on peut voir dans les chaînes de production, là, sur les chaînes de voitures, il n'y a pas un homme qui est dedans, hein. C'est que des robots qui vont faire tout et de façon automatique et précise. C'est quoi l'avantage de la robotique? En fait, globalement, on a une certaine sécurité dans la précision du geste, qu'on cherche pour un chirurgien. On est beaucoup plus précis, on est plus productif. Alors ça, c'est un autre problème en santé, c'est aussi des choses qui nous sont parfois demandées. Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on produit mieux? Est-ce qu'on est plus sûr? Et c'est vrai que les gens qui vont se faire opérer, les patients, ben, ils ont envie d'avoir un geste sûr. Et puis, une question également, est-ce que c'est sur le plan économique intéressant de faire de la chirurgie robotique? Mais ça, globalement, c'est tous les avantages qu'on a dans la société avec la chirurgie robotique. Si on arrive dans le monde de la chirurgie et des robots en chirurgie, en fait, il y a plein de robots qui apparaissent. On voit que nos blocs opératoires deviennent des vrais laboratoires de technologie avec des ingénieurs partout, avec des outils technologiques qui nous aident en fait dans notre pratique. Alors, la chirurgie en robotique, en fait, ça a beaucoup évolué. Au départ, le siècle d'avant, on opère en chirurgie ouverte, donc classique, on ouvre le patient, on fait ce qu'on a à faire dedans et on referme le patient. Et après, on a évolué vers des techniques ce qu'on appelle mini-invasifs. L'idée, c'est de ne pas faire des grandes balades sur le patient, c'est soit de passer par des orifices naturels, ce qu'on appelle l'endoscopie, soit en urologie ou des gastro-entérologies, soit de faire surtout beaucoup de célioscopie, donc c'est très français, hein, vous voyez, c'est dans les années 90 qu'on a commencé. On met une caméra par un petit trou dans le ventre et puis on va opérer sur un écran à l'intérieur du patient, vous allez voir, avec des petits tubes. Et puis ensuite, on a évolué, et c'est tout récent, c'est 97, hein, donc on a 25 ans d'expérience, vers la chirurgie robotique. Alors, globalement, la laparoscopie, qu'est-ce que c'est? Vous voyez sur la photo en haut à gauche, on met une caméra dans le ventre, on met ce qu'on appelle des trocars, des petits tubes à travers la peau pour passer nos instruments dedans. Mais il y a tout un apprentissage de technique parce que tous nos gestes sont inversés. On opère complètement tordu. Vous avez vu le chirurgien comment il est. C'est pas très ergonome hein, d'opérer de travers, la tête en regardant l'endroit, les mains qui vont dans un autre sens. Toute notre gestuelle inversée.
Et puis à l'époque, alors maintenant ça existe, mais on opérait qu'en 2D sur un écran de télévision sans profondeur. Aujourd'hui, il y a des celluloscopies en 3 dimensions. Donc ça, on a paré un petit peu le problème. Et la chirurgie robotique, en fait, elle est arrivée, comme je disais, il y a 25 ans à peu près, donc sur une position, juste là pour parler un peu d'ergonomie du chirurgien, qui est beaucoup plus confortable. Hein, il a les coudes posés sur un bar, la tête dans la bonne direction. On a une vision en 3 dimensions, c'est l'intérêt de la robotique. Hein. On a deux optiques à l'intérieur, donc on voit tout en 3 dimensions. Et tous les mouvements sont faits, en fait, c'est la télémanipulation. On fait des mouvements dans la console, je vais vous en reparler après, dans la console, et tout ça va être retranscrit, mais en direct, sans laps de temps, sans décalage de temps, dans le malade, et avec des instruments extrêmement fins et précis, et qu'on peut articuler, vous voyez, par rapport à la taille de l'instrument, par rapport à une main. Dans un doigt, ça fait 1 cm, 1 cm et demi au bout. Et donc, on peut articuler. Et quand on va opérer au fond d'un ventre, des fois, on est même plus à l'aise pour faire avec ces instruments de robotique par rapport à des instruments de chirurgie ouverte. Alors, quels sont les bénéfices? Comme toujours, on met une nouvelle technologie. En gros, il y a deux grands bénéficiaires, on va dire. Le chirurgien, nous, comme je disais, on voit en 3 dimensions, on est beaucoup plus confortable. Le robot, il amortit tous nos tremblements, donc on a un geste qui est beaucoup plus précis. Et on a une courbe d'apprentissage aussi, c'est important, qui est beaucoup plus rapide pour les jeunes qui vont en faire. Vont être meilleurs plus vite. En fait. Et même pour les experts, on va faire des gestes beaucoup plus compliqués parce qu'on a cette technologie robotique. Deuxième bénéficiaire, c'est le patient. Lui, c'est beaucoup moins douloureux, parce qu'on tire moins sur les tissus, on fait que des petites incisions. On réduit les durées d'hospitalisation, on réduit les saignements, on réduit ce qu'on appelle les morbidités, donc c'est toutes les complications périopératoires. Et après, pour chaque intervention, c'est un peu différent, mais on a des meilleurs résultats cliniques. Globalement, ça dépend de chaque procédure. Globalement, il y a quand même des bons résultats. Et on va dire que c'est vraiment, ça tire tout le monde vers le haut. Le chirurgien, le patient, c'est quand même notre priorité. Après, il y a un impact économique, on pourra en reparler après, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais on pourra en parler, c'est que ça a un certain coût. Et qu'en France, c'est un peu le frein du développement, mais aux États-Unis, par exemple, tout le monde a des robots, ils ont chaque hôpital 5-6 robots par service. C'est pas un problème. En France, il y a un petit problème économique avant. Alors, pour parler des robots, en fait, il y en a plein qui ont été développés. Et là, je vais vous parler de celui d'Intuitive. Alors, comme je l'ai dit, j'ai un lien d'intérêt, mais je reste objectif. C'est en fait le premier qui a vraiment pris part sur le marché et qui est le plus abouti, on va dire. Je vais vous montrer un peu la concurrence, mais aujourd'hui, c'est celui qui est vraiment le leader sur le marché. Et le robot intuitif, il s'appelle DaVinci, c'est le nom qui a été donné. Il sert essentiellement pour tout ce qui est la chirurgie abdominale, donc les chirurgiens urologiques, chirurgie viscérale, gynécologie, chirurgie infantile, tout ce qui va dans le ventre. Après, il y a des robots, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais qui existent aussi pour l'orthopédie, pour la neurochirurgie. Il y a plein de robots qui apparaissent avec toujours l'objectif de nous aider, nous chirurgiens, à faire un meilleur geste, en fait, grâce à la technologie. Alors globalement, comment ça se présente un robot? Vous voyez, il y a 3 grosses parties. En gros, à gauche, toute, c'est ce qu'on appelle la colonne, où on a tous les branchements informatiques. Après, en blanc, c'est les bras, et c'est ça qu'on va plugger sur le malade, vous allez voir. Et puis les consoles, alors là, on a deux consoles, un peu comme l'auto-école pour l'apprentissage, par où on va manipuler les instruments. Donc globalement, vous voyez, on a les instruments qui vont être mis, alors là, on n'est pas dans le malade, mais c'est le même principe, hein, qui sont un petit peu à différents endroits. On a la caméra, les instruments qui vont être là. Le chirurgien, il est à côté. On est légèrement dans la même salle, on pourrait être dans une autre salle, mais dans la même salle. Et on va manipuler à distance, avec les joysticks, les différents instruments qui vont être dans le malade. Donc en pratique, comment on fait pour un malade? On met ces tubes, là, ce qu'on appelle les trocars. On met les tubes dans le malade, dans le ventre du malade. Ensuite, on vient plugger les bras du robot sur chacun des tubes. Et dans chaque tube, après, on peut mettre les différents instruments qu'on veut, des ciseaux, une pince, la caméra. Et on va, avec ces 4 bras, parce que c'est des robots à 4 bras, il y a des robots à 3 bras, mais la majorité ont 4 bras, on va utiliser ça. Et puis, il y a un petit tube supplémentaire, le trocar en bas, et pour l'assistant, pour l'interne qui vient nous aider pour aspirer ou mettre des choses à l'intérieur dans le malade. Et puis après, une fois qu'on a plugué les bras sur le patient, on va à la console et vous voyez, le chirurgien, il opère à la console à gauche. Et puis à côté, il y a le malade avec tous les bras, c'est une espèce d'énorme araignée autour de lui. Alors, ça, c'est un petit peu vers ça qu'on a évolué vers la robotique. Et la robotique, elle évolue également.
C'est-à-dire que les premiers robots, ils sont sortis dans les années 2000 à peu près. Et puis on a tous les ans des nouvelles générations, alors pas tous les ans, mais tous les 3-4 ans globalement, des nouvelles générations qui sortent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail avec des améliorations techniques, avec des améliorations techniques et des évolutions qu'on va avoir dessus. Donc il y a différents robots, vous avez vu là, qui sont là. En 2023, globalement, il y avait 3 robots commercialisés par Intuitive. C'est essentiellement les bras au milieu, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est très chirurgical, on pourra en parler après si vous voulez. Mais l'intérêt important, vous verrez, je vais vous montrer, c'est celui du milieu, où les robots que je vous ai montrés, là, ils ont 4 bras, donc on fait 4 trous dans le malade, avec différentes évolutions. Ça, c'est le tout dernier qui vient de sortir, c'est ce qu'ils appellent la 5e génération, qui vient de sortir aux États-Unis, mais qui n'est pas encore commercialisé en France. Et vous voyez, on reste dans le même esprit des bras, ce qu'il y a à gauche. La console, par contre, a diminué avec d'autres avantages que l'on a dessus. La console du chirurgien, pardon, et puis la colonne est très maintenant numérique. Et l'avantage de ce robot-là, par rapport aux autres robots d'avant, c'est que celui-là, il a un retour haptique qu'on n'avait pas avec les autres. Les autres, c'était vraiment, on avait les instruments, on les manipulait, mais on n'avait pas de retour de force. C'était une des critiques, en plus du côté économique, fait à la robotique. Et ce nouveau robot qui vient de sortir, je n'ai pas encore eu la chance de l'essayer, celui-là, mais il a un retour de force, c'est-à-dire que maintenant, on va sentir quand on touche quelque chose. Donc, vraiment une technologie qui évolue de façon importante. Et avec toujours les outils qui prennent beaucoup de place. Et donc ça, c'était pour vous parler, c'est aussi une évolution que l'on a, ce qu'on appelle le monotrocard. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de mettre 4 bras, on va en mettre qu'un seul, qui est un peu plus gros. Le trou, il fait 2,5 cm, si je ne dis pas de bêtises. Et on a tout qui va rentrer par un seul trou. Et vous voyez la caméra qui va se développer, les pinces, les instruments qui vont venir à l'intérieur. Donc là, l'idée est encore d'être dans ce qu'on appelle le mini-invasif, c'est de faire le moins de cicatrices possible, le moins de trous possible, pour ne pas abîmer la paroi, pour que les patients récupèrent plus vite, et tout faire par l'intérieur. C'est une petite vidéo, juste pour vous montrer le principe de ces monotrocars. Alors, ils commencent à arriver en France, hein, mais alors c'est pareil, on a un gros, c'est un gros plug, hein, le bras, et vous voyez là les instruments qui vont arriver à l'intérieur, et qui vont s'ouvrir une fois qu'on est dans le malade. Alors, je l'ai essayé, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et avec un petit trou, on arrive à manipuler ces 4 instruments dans le même principe globalement que l'autre. Et vous verrez la caméra qui bouge comme un petit serpent. Et vous allez regarder où vous voulez, vous avez vos instruments qui suivent et vous allez faire différents gestes avec. Et ça, c'est commandé pareil à la pédale, donc il y a un taux d'apprentissage également. C'est facile à vue. Alors, comme j'ai dit, il y a Intuitive, c'est vraiment le leader sur le marché, c'est eux qu'on a implanté le plus dans le monde partout. Mais il y a de la concurrence, parce que c'est vraiment un marché percutant pour nous sur le plan de la chirurgie. On va dire globalement, il y a 2 gros concurrents. Il y en a un, c'est Medtronic, c'est aussi une boîte américaine, qui reste dans le même principe avec des bras qu'on va brancher sur le patient, une colonne. La différence de Medtronic, c'est que vous voyez, c'est des bras qui sont indépendants, avec du plus et du moins de ces bras-là. Mais ça reste des gros bras qu'on va plier autour du malade. On en met quand même 4 autour, donc ça prend de la place. Et l'avantage, par contre, c'est que c'est une console qui est ouverte. Et le chirurgien à côté, il a des lunettes en 3 dimensions. Il manipule, pareil, les instruments à distance. Et on regarde sur un écran en 3 dimensions avec les lunettes, avec une qualité d'image qui est assez impressionnante aussi, pour lequel on voit très bien. Vous voyez toute la place que ça prend. Ça reste le même principe. Différentes raisons, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore au même niveau qu'Intuitive. Ils essayent de se développer, mais on n'est pas encore au même niveau technologique. Un autre concurrent également qu'on a sur le marché, c'est les 3 concurrents, qui est CMR, qui est une boîte anglaise, à peu près dans le même principe que Medtronic, avec des plots indépendants, il y a 4 bras, une console ouverte où le chirurgien voit avec des lunettes en 3 dimensions. Un robot qui est encore un peu moins abouti que Medtronic, mais qui est commercialisé, il y a des centres qui l'ont. Et puis on regarde aussi ce qui se passe un peu en Asie, la concurrence, il y a plein de, comme je disais, c'est un gros marché, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Donc les Japonais, vous voyez, c'est un peu la copie conforme quasiment d'Intuitive, le même principe avec la nouvelle console, les bras tout suspendus au-dessus. On a les Chinois également qui ont, alors je vous remonte quelques-uns, parce qu'il y en a au moins une trentaine qui arrivent sur le marché, qui sont en expérimentation. Les Chinois qu'on en fait un également dans le style du monotrocar, hein, avec un plug, pareil, on met tout par un trocar. Donc, ça pour dire qu'il y a plein de technologies, il y a plein de laboratoires qui travaillent dessus, sur des nouvelles avancées.
Ce qui est intéressant parce que ça nous permettra de ne plus avoir de monopole en tous les cas et d'évoluer tout le monde vers le haut. Alors, ces évolutions technologiques du bras, de la console, de la façon de piloter, nous amènent aussi à des évolutions de nos techniques opératoires. On a changé un peu nos façons. Et donc moi, je suis urologue, on fait de la chirurgie, beaucoup de prostate, vessie et rein, et en fait, on a une aide importante, et ça c'est vraiment important, c'est la chirurgie guidée par les images. C'est-à-dire que nous, souvent, on voit des images de scanner, on se dit, ce patient-là, il faut l'opérer, on évalue notre chirurgie au départ, et puis en fonction des images du scanner, on va faire notre chirurgie. Et là, maintenant, on a les logiciels, des aides, qui nous permettent de faire des reconstructions en 3 dimensions de nos images de scanner et d'appréhender mieux notre chirurgie. Et on peut l'imaginer de faire de la simulation, justement, sur des cas complexes, de s'entraîner, pourquoi pas, à faire cette chirurgie. Ça reste du numérique, mais après, on peut l'extrapoler sur du robot et peut-être un jour devenir sur l'automatisation. Et donc, ça, c'est des choses qu'on fait en pratique courante. Là, j'étais justement en train de refaire une remodélisation avant de me connecter avec vous. Et vous voyez, là, on fait des remodélisations, par exemple, pour vous montrer en 3 dimensions. En 3 dimensions, on a mis tout le scanner. Je sais où est l'artère du rein, je sais où passe la voie urinaire en jaune, je sais où est la tumeur. Et du coup, comme ça, moi, je peux mieux appréhender ma chirurgie et de savoir à peu près où couper, comment couper, et ce que je vais faire comme dégâts ou pas de dégâts chez le patient et comment limiter ma chirurgie et améliorer mon geste. Alors après, ça, c'est une reconstruction que je vous ai montrée en 3 dimensions. Là, c'est un autre modèle de reconstruction, mais dans le même principe. Vous voyez, c'est un autre modèle. J'ai l'aorte, la veine cave, la tumeur avec le rein. D'accord. Et donc, tout ça, on fait ces reconstructions en préopératoire et on peut imaginer que le robot, et que ces reconstructions, même, ça ne se fait pas totalement de façon automatique. On le fait encore, mais on peut imaginer qu'un jour, l'IA le fera. Après, quand on opère les patients, on s'aide également de l'imagerie. C'est-à-dire que le patient d'avant, j'ai fait la reconstruction. Là, c'est le tumeur du rein, je suis en robotique, et je vais faire une échographie en péropératoire. On va venir avec une sonde d'échographie, vous voyez en dessous, là, pour bien repérer ma tumeur, pour bien prendre mes limites, et vraiment savoir où je dois couper pour abîmer le moins de reins sains à côté. Regardez bien la vascularisation, là on voit que la tumeur elle est au milieu, là, je la repère, et sans l'échographie, j'aurais pu être gêné parce qu'on ne la voit pas, la tumeur elle est au milieu du rein. Et donc on s'aide avec tout ça, mais vous voyez par contre un point qui est important, c'est que tout bouge. Donc caler une image que l'on a du scanner en disant c'est au robot de le faire, c'est difficile parce que mon rein, d'abord il est tout mou, vous voyez quand j'appuie dessus, il s'écrase, et avec le rein on le fait bouger dans tous les sens avec nos instruments, donc c'est pas quelque chose de fixe comme on pourrait avoir par exemple pour de l'os. Donc c'est intéressant, mais c'est pas... voilà. La robotisation, il faut être capable de s'adapter aussi à ces mobilités. Et puis là, oui, là c'est le tout complexe, ce qu'on fait également maintenant. On a la chirurgie en haut à droite, donc péropératoire de bien ce qu'on voit. On avait fait la simulation en bas à droite, la simulation de savoir où est la tumeur, où est l'artère, par où on doit couper. Et même parfois, on imprime en fait en 3 dimensions la tumeur préopératoire pour vraiment appréhender et vraiment voir où on doit couper. D'accord. Donc ça peut nous aider pour la formation et pour l'appréhension, pour appréhender les chirurgies complexes, ce qu'on essaye d'évaluer. Et dans le futur, ce qu'on peut imaginer, c'est d'avoir quasiment des hologrammes, parce que je vous ai montré, on ne la voit pas obligatoirement, la tumeur, il faut faire l'échographie, il faut avoir dans sa tête l'image du scanner, pouvoir mettre l'image du scanner dans la console du robot. Mais on pourrait très bien imaginer un jour avoir des hologrammes et d'avoir le dessin, comme ce qu'on voit en haut à gauche, là, le dessin en péropératoire sur l'organe pour savoir où on doit les couper. Et donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est de se dire, si en plus on est capable d'adapter que mon hologramme va bouger avec l'organe qui est mou, et que je vais mobiliser, et qu'après, je sais que le robot va me dire, en fait, c'est avec l'IA, on va en reparler, me dit, c'est là qu'il faut couper. On peut vraiment évoluer comme ça vers des technologies importante et céder vraiment de la robotique dans ce sens-là. C'est tout le bon sens de la robotique. Alors, ça, c'est en gros le principe, et ce que je vous présente là, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on fait depuis quelques années. Donc, à part l'hologramme, mais des reconstructions, tout ça, c'est des choses qui existent, les robots, c'est ça qui existe. Et je pense, pour aller voir un peu plus loin, c'est qu'est-ce qu'on va encore gagner dans les années qui viennent, et je pense que je verrai même avant de partir en retraite. C'est toute l'intelligence artificielle que vous connaissez tous.
qui est là, qui nous aide, comme je disais, sur la préparation préopératoire du geste chirurgical que l'on doit faire, où on doit couper, qu'est-ce qui est le mieux pour l'organe, qu'est-ce qui va être le mieux pour le patient derrière. Et donc d'anticiper notre chirurgie. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous savez, il y a tout ce qui est le machine learning, donc on va donner plein d'infos, en ChatGPT, on est le premier, et puis après, ça va apprendre tout seul. Aujourd'hui, on est encore dans du machine learning sur le plan chirurgical. On n'a pas encore d'outil qui va nous permettre d'aller vraiment en profondeur, où la machine va nous dire vraiment c'est ça que tu dois faire, couper à tel endroit ou à tel endroit. Et surtout, on a besoin, parce que là, ça devient plus complexe, d'analyser les vidéos. En fait, il faudrait qu'on fasse des stocks de nos chirurgies, qu'on analyse toutes nos chirurgies et puis qu'on voit le bon côté et le mauvais côté. Mais clairement, l'IA va nous aider de façon intéressante et on le voit partout. Il y a plein de logiciels, il y a plein de startups qui viennent nous voir, les chirurgiens, pour savoir comment on peut améliorer pas que le diagnostic et la réflexion, mais également le geste chirurgical. Juste pour parler d'IA en médecine, parce que je pense que c'est important, là à gauche, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour voir que le fémur il est cassé en deux. On voit bien que ce n'est pas dans la continuité. Et on a vu que l'IA, par exemple, pour la radiologie, ils ont demandé à l'IA d'interpréter des radios, alors qu'elles n'étaient pas interprétées, c'est du machine et du deep learning en même temps. Et on voit que si on demande à l'IA d'interpréter les radios, et aujourd'hui, l'IA fait presque mieux, même mieux que des radiologues même expérimentés. Donc on voit bien, dans le cancer du sein, vous voyez, ces études qui ont été faites, que l'IA a des performances qui sont excellentes. Et probablement que tout ce qui est de l'imagerie, au moins statique, l'IA va être capable de faire. Après, pour de l'imagerie ou de l'intervention chirurgicale, probablement qu'il y aura des aides. Et ça va, en tous les cas, tirer les chirurgiens vers le haut pour nous aider à être meilleurs, en tous les cas, sur la pratique derrière et le résultat pour notre patient. Et on voit d'autres spécialités qui vont probablement amener à glisser vers l'IA, c'est tout ce qui est la lecture des lames anapathes, tout ce qui est de la dermatologie. Aujourd'hui, vous pouvez même faire avec Google Lens, faire une photo si vous avez un bouton, et Google Lens va quasiment vous dire le diagnostic. Alors, peut-être pas aussi bien, mais il y a des logiciels, en tous les cas de dermato, qui le font. Vous faites une photo, on vous dit un petit peu ce qu'il en est, et ça va évoluer vers ça sur les photos. Alors, là, je parle un petit peu plus de l'imagerie du diagnostic, mais par exemple, la radiothérapie, il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, que les radiothérapeutes, c'est des machines, c'est des grosses machines, là, que vous voyez, le CyberKnife, ils font des scanners, ils se disent, c'est là, vous voyez, la zone rouge, globalement, sur une prostate ou un cerveau à droite. On dit, c'est là qu'ils vont faire la radiothérapie, qu'il faut envoyer la dose. L'IA commence à faire déjà maintenant les contours, en disant, voilà, c'est là qu'il faut mettre. Et puis même, s'il faudrait mettre un petit boost à tel endroit, parce que là, c'est un peu plus grave que le reste, et donc tirer plus fort. Et donc, l'IA va le faire, et la machine va s'adapter à ça. Donc la machine, elle va tirer et envoyer la radiothérapie vraiment en fonction de ça. Et ce qui fait que là, on voit bien que les radiothérapeutes, ils sont archi aidés par l'IA. Et ils ont des traitements qui vont se faire quasiment tout seuls. L'IA est là avec un bénéfice pour le patient, un bénéfice pour tout le monde. Aujourd'hui, pour la chirurgie, on n'y est pas encore. Comme je disais tout à l'heure, l'utopie chirurgicale, pour nous, ce serait de dire, on planifie notre chirurgie avec l'imagerie, parce que c'est généralement là-dessus qu'on décide d'opérer. On programme l'intervention et on peut très bien faire une répétition en virtuel sur des simulateurs comme l'on a, en disant c'est là qu'il faut que je coupe, c'est cette artère-là qu'il va falloir que je clampe, que je pince pour pas que ça saigne. Je vais découper à tel endroit, mais attention derrière, j'ai peut-être un problème. Et puis on pourrait très bien se dire, ma simulation c'est ça, le bon geste c'est ça, je le programme dans un robot et je laisse le robot faire. C'est un peu l'utopie de certains. Alors, aujourd'hui, les chirurgiens, on n'est pas encore très partants, même si je suis assez pour l'innovation, mais à se dire que le robot va le faire. Alors, l'utopie, et puis ça revient aux avantages que je vous ai présentés tout à l'heure en termes de sécurité, de précision, de sûreté pour le patient. Les patients, on a envie que tout ça soit bien fait quand on est opéré. Donc, on peut imaginer tout ça. Le problème de la réalité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que d'abord, l'anatomie, elle est variable d'un patient à l'autre. On ne peut pas standardiser comme pour une voiture où le boulon il sera toujours au même endroit, parce que l'artère, elle n'est pas toujours au même endroit. Elle change d'un patient à l'autre. Les tissus, ce que je vous montrais sur la vidéo tout à l'heure, c'est des consistances variables. On les écrase, donc ça va changer les repères. Les repères qu'on aura pris sur le scanner seront plus bons, on dirait mobiliser le rein. Et quand on bouge le rein, nos repères, ils vont changer entièrement. Et puis après, il y a toujours le côté... gestion de l'urgence, entre guillemets, ça a saigné, il y a eu un gag pendant l'intervention.
On passe notre temps dans les interventions chirurgicales. Alors, c'est jamais rien de grave, hein, c'est des choses qu'on a l'habitude, mais à rectifier le tir. Et c'est pas comme, je prends l'exemple des chaînes de production, mais c'est également pareil pour l'aviation, où eux, c'est des choses qui sont très réglées, avec des choses très balisées. La chirurgie, c'est un peu difficile. Mais pourquoi pas y penser? En tous les cas, certains y pensent. Et puis, autre point aussi qui est important, c'est que nous, en médecine, on a toujours cette responsabilité juridique, parce que ça amène beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais ça amène aussi beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Nous, on est régulièrement avec un peu l'épée de Damoclès de la plainte du patient qu'on va avoir. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'il n'y aura pas la décision que j'ai prise? Est-ce que c'était la bonne? Est-ce que si je fais un mauvais geste chirurgical, ça sera bon ou pas? Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui est responsable si je mets d'une IA et que l'IA fait une erreur? Probablement qu'elle en fait moins que nous. Mais qui est responsable? Le médecin ou l'IA? Qui va porter la responsabilité? Est-ce que c'est le concepteur de l'IA? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le médecin utilisateur? Qui est responsable de l'IA? Parce que l'IA, c'est rien. Donc, sur le plan juridique, ça pose aussi des problèmes. Et sur le plan éthique, on retire un peu le côté empathique, même si les IA deviennent aujourd'hui très empathiques. Il y a toute cette prise en charge qui doit être prise en compte. Et puis, on a tout aussi, et ça, c'est un des points de vue très sociétal, mais il y a le point de vue aussi médical, où beaucoup de chirurgiens voient le robot, certains, comme un concurrent. Alors, ce qui n'est en rien un concurrent à mon sens, parce que c'est une aide pour qu'on soit meilleur, c'est différent. Mais on pourrait imaginer, et surtout on parle beaucoup là des déserts médicaux avec des machines qui vont quasiment faire de la médecine à notre place. Pourquoi pas, mais est-ce que le chirurgien est capable de peut-être remplacé par un robot? Tout le monde ne le voit pas dans ce sens-là. Certains sont convaincus qu'on fait mieux sans robot. Voilà. L'évolution, je pense, nous amènera que le robot va vraiment prendre une place, et c'est déjà le cas. Mais ça peut servir. Et par exemple, la chirurgie robotique que je montrais au départ, ceux qui ont investi au départ dedans, par exemple, c'est l'armée. C'est l'armée et la NASA en se disant, quand nos soldats sont des terrains de guerre, est-ce qu'on peut les opérer à distance avec des robots? Oui, mais il y a quand même quelqu'un qui manipule, il faut qu'il y ait un entourage autour, c'est pas si simple. Le problème de l'empathie qui est quand même un point important pour nous en chirurgie. Et puis après, aussi, pour finir, je n'ai pas mis de slide là-dessus, il y a aussi l'apprentissage. C'est un point qui est important, c'est-à-dire que le robot, on va plus vite en learning curve, on avance plus vite, mais par contre, il y a quand même un apprentissage qui doit se faire, qui n'est pas si simple que ça. Et donc, il y a tout l'apprentissage de la machine comme l'auto-école, mais aussi après, il va falloir apprendre à travailler dans une équipe avec un robot où on n'a pas de retour de force, alors les niveaux longs, où on doit parler avec une équipe qu'on ne voit pas parce qu'on regarde dans une console. Donc, il y a tout ça qui doit aussi être pris en compte, et on voit bien, moi qui forme les gens à la chirurgie robotique, et ça pose parfois des problèmes. Donc voilà, tout ça pour dire globalement, rester un peu dans les clous, c'est que la robotique en chirurgie, c'est incontournable. Je vous ai parlé de la chirurgie abdominale, mais on l'a dans toutes les spécialités. La chirurgie abdominale et le robot d'Amassi, c'est celui qui est le plus avancé, mais on le voit apparaître dans les autres spécialités. Qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle également est un gain et un apport pour nous aider dedans. Et on peut très bien imaginer derrière tout ça, augmenter en fait l'apprentissage et nos chirurgies complexes avant. J'ai retiré les slides un petit peu, mais c'est aussi toute l'histoire de l'homme augmenté, c'est-à-dire que quand on va mettre un robot, est-ce que c'est un homme qu'on a augmenté, avec toute aussi une philosophie sur le transhumanisme qui est un petit peu hors sujet là. Et puis tout ce qui est facteur humain, ce que je disais un petit peu sur l'apprentissage, et tout ce qu'on a également, la relation homme-machine sur lesquelles on travaille avec Fame, justement, c'est comment on appréhende et comment on apprivoise ces robots dans nos blocs opératoires. Donc voilà globalement pour introduire le débat et avant de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup Jérôme, c'était vraiment une présentation fascinante, vraiment c'est captivant tout ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie robotique. On avait déjà une première question de Yannick sur ce type de technologie, de robot, le DaVinci, ça coûte combien et comment se fait le financement? Alors, sur le plan économique, le robot, globalement, alors ils ont en fonction des gammes de ce qu'on achète, pour rester à peu près simple, il coûte la machine en soi entre 1,5 million et 2 millions. La machine. Après, il y a un coût de maintenance qui est d'environ 10%, donc entre 150 000 euros à peu près, la maintenance annuelle. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous appelez, ils viennent réparer. Ça, là-dessus, ils sont assez sport. À ce prix-là, vous allez me dire, ils peuvent, à 150 000 euros par an.
Le robot, si j'ai une panne l'après-midi, ils viennent le réparer la nuit, le lendemain, je peux le réopérer avec. Et après, sur le plan économique, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des instruments, je ne vais pas en parler en détail là-dessus, mais les instruments, ils ont des vies. Et chaque vie, en fait, a un coût. Donc, globalement, quand on fait des procédures robotiques, on utilise pour ce qu'on appelle le consommable et les vies de nos instruments pour 1 500 €. Donc, si je fais simple, en gros, c'est 1,5 million la machine, 150 000 € de maintenance, 1 500 € de surcoût par procédure. Donc ça, c'est des discussions qu'on a avec nos instances, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de remboursement par la caisse d'une procédure robotique. C'est-à-dire, pour faire simple, j'opère un patient, cancer du rein, l'hôpital va gagner, je crois que c'est autour de 4 000 € pour l'hospitalisation, pour le tout, parce que c'est des budgets globaux. Que je l'opère en chirurgie ouverte ou en chirurgie stéréoscopique, ça va me coûter en coût de matériel 500 balles, à peu près 500 €. Ou que je l'opère en chirurgie robotique, l'hôpital gagnera le même prix. Mais vous comprenez bien que je passe de 500 € à 1 500 €. En fait, l'hôpital perd 1 000 €. Et en fait, ces 1 000 € là, très souvent, ça amène un déficit en fait, sur le coût de la robotique. Parce qu'il n'y a pas de surcoût à la robotique. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est un problème. Aux États-Unis ou en Belgique ou en Suisse ou en Allemagne, c'est pas un problème. Parce que ce surcoût de la robotique, il est payé par l'assurance. C'est pas les caisses, c'est les assurances aux US. Donc le problème, il est là en fait. Alors, on ne désespère pas qu'un jour, la caisse rembourse des forfaits robotiques. C'est-à-dire qu'on opère un patient en robot, il y aurait un surcoût remboursé par la caisse. Ce qui est important parce qu'il y a un réel bénéfice pour les patients. Mais comme il n'est pas si évident que ça, en fait, la caisse n'a pas, et puis la caisse n'a pas envie obligatoirement de rembourser plus cher une intervention parce qu'on a changé de technique. Merci du coup pour ta réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à l'oral. Moi, j'en ai une. C'est est-ce que vous avez pu observer un temps de rémission plus court avec l'évolution des machines? Alors, sur l'évolution des machines, on a toutes celles qu'on a vues, c'est des gains technologiques. Moi, j'ai eu une version, j'ai commencé en 2008. On avait une version OS qui était la deuxième version. Et je suis passé à la dernière version aujourd'hui en France, qui est, on va dire, la quatrième. J'ai sauté 2 versions sur la route. J'ai vu un bénéfice, c'est clair, avec des petits avantages, mais ce n'est pas la révolution. Dans le sens que la technologie nous amène des choses supplémentaires, mais c'était déjà de passer à la robotique avec une vision 3 dimensions et une précision du geste. Oui. La première version bêta du robot qui a été commercialisé n'était pas extraordinaire. Après, ils ont assez vite évolué. Et là, vraiment, le plus qui arrive avec la nouvelle version, comme je dis, je ne l'ai pas essayé, c'est le retour haptique. Parce que ça, c'est une attente de certains chirurgiens. On aime bien toucher et avoir un contact. Et l'autre version intéressante, c'est le monotrocard, comme je l'ai montré, avec un seul trou de bénéfice pour le patient. Donc là, il y a des évolutions technologiques. Mais ces évolutions technologiques, elles ont aussi un coût. Ce que je vous ai dit, c'est 1,5 million la procédure pour le robot standard. Le monotrocard, on va être plutôt autour de 2,5 millions ou 3 millions la machine. Et tout augmente en fait. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut? En tous les cas, c'est comme ça qu'on évolue. Après, il baisse qu'on est pris à chaque fois. Ok. Mais les évolutions technologiques nous apportent quand même des choses. Ok. On a une question d'Alice. Quand vous dites que c'est le plus évolué, quels sont vos critères personnels pour comparer les différents robots? Bonne question. Alors moi, j'ai essayé les 3 que je vous ai montrés. Donc l'intuitif, je l'utilise régulièrement. Et je vous ai montré le Medtronic et le CMR. Alors, c'est les détails de chirurgien. Après, les 4 plots, c'est compliqué. Alors que d'avoir tout suspendu au soi, comme je vous ai montré sur les bras qu'on a, nous, tout suspendu au-dessus du malade, c'est beaucoup plus simple. Ça prend beaucoup moins de place autour du patient. Donc ça, c'est un plus énorme. Un des plus qu'on a avec les autres et qu'on n'a pas avec Intuitive, c'est justement cette console ouverte. Parce que quand on opère dans les consoles de suite d'Intuitive, on a la tête dedans, donc on ne voit pas ce qui se passe autour de l'équipe. Pour parler avec l'équipe, c'est difficile. Enfin, on peut parler avec eux, mais on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est important de savoir ce qui se passe dans une salle opératoire. Il ne faut pas oublier, quand on opère un patient, il y a au moins 5-6 personnes dans la salle. Donc, il n'y a pas que le chirurgien tout seul. Souvent, ce que je dis, le chirurgien, on est peut-être le chef d'orchestre, mais on a tous les musiciens avec nous. Et s'ils ne sont pas là, on n'est pas capable de faire un bon concert. Oui.
il faut absolument parler avec les autres. Et ça, c'est un des points négatifs, je dirais, d'Intuitive par rapport aux autres qui ont des consoles ouvertes. Quand vous avez la console ouverte, vous avez juste à tourner la tête et vous voyez tout ce qui se passe dans l'équipe. Et puis après, c'est des questions de gestuelle, de précision. Là, je rentrerai sur plus de détails chirurgicaux, on peut en parler à part, mais voilà. Après, et puis l'autre point qui nous fait comparer, c'est l'évolution technologique. Et on voit qu'Intuitive, c'est normal, ils étaient là avant nous. C'était les premiers, je veux dire. Ils étaient là les premiers avant les autres. Et du coup, là, il y a vraiment une évolution technologique qui est au-dessus des autres. Alors... Mais c'est pas pour autant que les autres sont pas bien. Ils sont moins bien. C'est comme si vous comparez une BM avec une Renault et c'est pas, voilà, ça roule, ça marche pareil, mais c'est pas le même confort. C'est pas le même confort, d'accord. Et en attendant que d'autres questions arrivent, je serais bien intéressée pour avoir justement ces détails chirurgicaux qui changent. Voilà, c'est vrai que tu t'apportes pas trop cette question-là parce que c'est un peu technique, mais sait-on jamais Tu veux devenir chirurgien? Non, voilà. Après, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on plug les bras sur les trocars, on met le bras, on met l'instrument. Nous, après, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de mouvement, que ça soit très stable. Donc, Intuitive permet ça. Les autres, ils ne permettent pas une stabilité complète du mouvement. Quand le mouvement il est assez instable. On est beaucoup moins précis, du coup, parce que c'est comme ça qu'il est conçu le robot. Il n'est pas aussi fixe qu'Intuitive. Après, il y a une gamme d'instruments qu'on a avec Intuitive que les autres n'ont pas. Les autres, ils ont des gammes avec 10 instruments différents. Intuitive, ils ont une gamme avec beaucoup plus d'instruments différents. Parce qu'ils ont l'évolution de ça dessus. Et puis, le moins des autres robots, c'est qu'on a 4 plots. Et autour du patient, ces 4 plots, ils ne sont pas toujours faciles à mettre. Des fois, on peut en mettre que 3, on en mettre 4. Donc, du coup, on n'est pas confortable parce qu'on n'a pas ces 4 bras, on n'a que 3 bras. Et que mettre ces plots autour du malade, ça prend d'abord du temps. Très loin, c'est beaucoup plus long à mettre que les bras qui arrivent d'en haut. Et du coup, l'aide opératoire qui est autour du malade, lui, il n'a pas de place, il n'est pas confortable pour le faire. Et des fois, on est obligé d'être limité à que 3 bras et pas 4 bras parce que les plots prennent trop de place. Et puis après, en termes de technologie, en termes de manipulation, c'est comme si je te disais sur un logiciel, tu passes d'un Mac ou d'un PC, par exemple, c'est pas la même ergonomie du logiciel, c'est pas le même fonctionnement. Il va fonctionner pareil, mais pour prendre la main sur un bouton ou l'autre bouton, c'est pas la même chose. Voilà. Et ils ont fait ça aussi, il faut comprendre, c'est parce que tout a été breveté. Tous les trucs sont brevetés sur Intuitive, et du coup, c'est compliqué des fois de récupérer en fait pour les nouvelles technologies. D'accord, ok. Moi j'ai une dernière question encore. N'hésitez pas si vous avez des interrogations par rapport à ce que vous avez entendu. Comment est-ce que tu arrives à te projeter en termes de formation des internes sur les hologrammes? Alors sur les hologrammes, comme je disais, là c'était vraiment encore l'hologramme qu'on va mettre dans le patient en péropératoire. Ça c'est vraiment l'étape encore d'après qu'on n'a pas encore aujourd'hui en routine. Par contre, sur l'apprentissage pour les internes, sur la chirurgie, alors on a des simulateurs qui existent. On leur apprend déjà. Déjà, c'est un peu comme l'auto-école, c'est-à-dire qu'ils apprennent à conduire la machine. On a des simulateurs pour apprendre justement à manipuler, parce que sans rentrer en détail, il y a un pédalier, on a 6 pédales, on a les masters. Il faut savoir comment ça marche. Donc on leur apprend déjà tout ça. Après, on a des simulateurs pour apprendre à faire des gestes simples en simulation. C'est de la simulation numérique. Ils font ça sur un simulateur. Et puis après, on leur fait des sessions de formation pratique également associées, mais sur du plastique, pas sur les vivants. Et puis, au fur et à mesure, l'interne, on va lui laisser faire un petit bout, des temps opératoires faciles, puis après un peu plus difficiles, et au fur et à mesure, il va progresser comme ça. Et puis après, sur tout ce qui est la formation sur les reconstructions qu'on fait en 3 dimensions pour appréhender la chirurgie, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est fait en routine. Nous, on le fait dans le cadre de protocoles de recherche. Donc, pour l'instant, ça reste dans les mains des experts, on va dire des médecins seniors. Les internes, ils ne voient pas encore ça quand on leur montre, mais c'est pas eux qui gèrent ça. En tous les cas, sur l'apprentissage de la robotique, et qui est un point important, parce que tout le monde en fait, il y a tout un focus de formation. Connaître la machine, savoir comment elle marche,
faire des procédures d'abord simples, puis après augmenter en compétences. Ok. Bien, merci. Et la société intuitive, comme les autres robots, hein, Medtronic ou CMR, pour être très objectif, ont tous des programmes de formation. C'est-à-dire qu'on ne vous vend pas, c'est pas comme si tu vas chez Darty ou à la Fnac t'acheter ton robot et tu le mets chez toi. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un process de formation qui doit être fait. D'accord. Cédric, tu peux intervenir normalement. Ouais, j'avais une question pour Jérôme. Évidemment, moi, je baigne là-dedans avec toi un petit peu, donc j'avais quand même une question sur. Tu parles des États-Unis finalement et de la France. Et alors, ok, la chirurgie, c'est pas un truc qui est simple parce que les gens mettent très longtemps à être formés et donc ça a un certain coût. Il faut des blocs opératoires qui, de fait, construire un bloc et un hôpital, ça coûte effectivement aussi une fortune. Mais est-ce que les robots chirurgicaux, c'est pas par rapport à un endoscope ou à d'autres technologies médicales qui sont en dizaines de milliers d'euros, quoi, pas en millions d'euros, est-ce que là, on n'a pas passé un seuil et c'est pas devenu un truc de super riche, la robotique médicale, en fait? Si, c'est sûr que si tu vas dans des pays en voie de développement, ils n'ont pas de robots. Mais tu vois, en Inde, par exemple, ils commencent à acquérir des robots. Tu vois, alors, pas obligatoirement intuitifs, mais il y a un marché qui se développe. L'Inde n'est pas obligatoirement les pays les plus riches, même s'il est en voie de développement. Mais ce que je veux dire, c'est que le robot, alors, on va le faire dans l'autre sens. Il y avait la chirurgie de guerre. On t'ouvrait en gros, on t'amputait la jambe quand tu avais une fracture, parce que pour pas que tu aies un sepsis, on te coupait la jambe. Aujourd'hui, la chirurgie fait des progrès, on peut être conservateur, on peut faire le moins de dégâts pour le patient, on peut réparer les patients comme il faut dans le bon sens, en étant le moins traumatique possible. Pourquoi se priver de ça? Alors effectivement, c'est la médecine de riche, hein, tout le monde n'a pas accès aux robots. Mais tu vois que quand même tous les pays développés l'ont, parce qu'on est tous convaincus, les chirurgiens, que ça apporte un bénéfice pour le patient et pour le chirurgien également. L'ergonomie du chirurgien, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un point important. Mais pour le patient, il y a un réel bénéfice. Ça a un coût, mais tout a un coût. Hein. Quand tu compares, par exemple, moi je fais du cancer. On développe des nouveaux traitements, des nouvelles molécules pour le cancer. Aujourd'hui, j'ai des traitements pour le cancer de la prostate qui vont coûter 6 000 euros par mois hein, au patient, qui va le prendre pendant 2-3 ans pour un gain de survie de 5 à 6 mois. Tu fais le calcul, à la fin, ces traitements-là vont coûter plus de 250 000 euros pour gagner en survie 6 mois. Si on fait de la chirurgie robotique, on opère bien le patient, il n'aura pas besoin de ces traitements médicaux, et ça coûte 1 500 euros, et la caisse ne les rembourse pas. Alors que dans 2 tiers à 3 quarts des patients, la chirurgie guérit le cancer. Donc on se retrouve sur un gap, en tous les cas, de pays riches, parce que rembourser des médicaments, on a même des traitements aujourd'hui qui coûtent 150 000 euros le traitement. Et ne pas rembourser quelque chose qui coûte 1 500 euros, c'est compliqué. Alors les robots, ils ont un coût, on est d'accord, c'est le coût technologique, mais c'est un coût quand même qui va tendance, et je pense, et j'espère, baisser avec la concurrence. Après, effectivement, les États-Unis, il y en a partout, mais la France, il ne faut pas oublier que la France est le 4e marché mondial en termes de chirurgie robotique. Hein. Il y a les États-Unis, le Japon, l'Allemagne qui est passée devant nous il n'y a pas très longtemps, et la France. Donc on reste quand même si il y a ces problèmes économiques, un pays qui utilise. Par contre, la robotique, et on le voit bien, fait aussi que ça centralise les patients. C'est-à-dire que tu as une chirurgie complexe à faire, tu arrives dans les centres experts qui ont le robot. Et aujourd'hui, c'est difficile, quand tu fais de la chirurgie, en tout cas pour ma spécialité, l'uro, de dire je suis un expert dans des chirurgies urologiques et je fais sans robot. Ça n'existe pas. Ouais, alors du coup, c'est parce qu'à l'échelle mondiale, je te suis et j'aurais pu imaginer la même chose. Alors je ne savais pas par rapport effectivement au coût. Je savais que les chimiques coûtaient cher, mais là effectivement, les coûts sont presque comparables, voire comparables quand on multiplie par le nombre de patients. Mais on sait qu'il y a un clivage et il y a une dégradation des compétences plus on s'éloigne des grands centres. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens à Angers ou à La Roche-sur-Yon, ils doivent te référer leurs patients parce qu'ils n'ont pas de robot, en fait. C'est ça que ça veut dire. Non, parce que La Roche-sur-Yon, ils ont un robot. Saint-Nazaire, ils ont un robot. Cholet, ils ont un robot. Alors, je les forme parce que justement, ils ont, tu vois, justement, Saint-Nazaire, La Roche ne l'avait pas, ils l'ont depuis à peu près 1 an.
je les forme à l'avoir. Cholet, c'est pareil, ils l'ont eu il y a 2 ans. Angers, ils ont un robot aussi. En fait, tu vois, aujourd'hui, on voit que tous les gros centres ont un robot. Comme tu dis, tu ne peux plus faire, pour l'urologie en tous les cas, on ne peut plus se dire faire de l'urologie sans avoir le robot. Et tu as parlé le problème des endoscopistes comme Emmanuel Coron qui se retrouvent avec tous les gastro-entérologues avec des endoscopes ultra HD super sophistiqués, mais dont la plupart ne savent pas analyser des images en mode imagerie avancée, tu vois, où il y a pour l'instant, tu arrives à gérer niveau formation. Ben ouais, c'est tout le bénéfice là, pour le cas d'Emmanuel, par exemple, de l'IA qui va apporter en fait de la lecture, parce qu'aujourd'hui, il commence à nous parler, toi, de nous faire des robots. Je pense que c'est pareil en endoscopie, qui vont analyser eux-mêmes les images en temps réel, en disant bah, attention, là il y a peut-être ça, peut-être on travaille là-dessus, on ne l'a pas comme outil, hein, mais en disant par exemple je fais une chirurgie sur le rein, non mais attendez, là c'est peut-être pas là qu'il faut passer, on pourrait quasiment imaginer avoir des warnings, tu sais, l'écran qui clignote en disant attention, là c'est pas la bonne route, quoi. Donc ça va être des aides. Après c'est sûr que pour la formation, et c'est pareil, là on parle de la formation de nos internes, par exemple, moi ça fait 2008 qu'on a eu le robot, depuis 2008, il y a des interventions dans l'équipe qui n'ont jamais été faites autrement qu'avec le robot. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent ne savent pas la faire autrement qu'avec un robot. Donc certains vont dire, mais c'est problématique, parce que si jamais le robot tombe en panne, s'il y a un problème et qu'il faut retirer le robot, tu fais en ouvert. Oui, mais on y arrivera toujours, on fera moins bien, mais on y arrivera toujours. Ce qu'on sait, en tous les cas, c'est que la robotique nous a tiré vers le haut. C'est comme si tu disais, demain, je prends une voiture qui n'a pas de direction assistée et pas d'airbag. Bah, t'as pas envie. Je comprends. Bon, merci, écoute. Alors, on a Alice qui nous dit que le marché des robots semble structuré et verrouillé. Qu'en est-il des logiciels pairs opératoires ? Ce sont les constructeurs de robots qui proposent des solutions ou est-ce très hétérogène selon les secteurs ? Alors, c'est compliqué. Alors, effectivement, je pense qu'il y a de tout. Il y a plein de startups, on en voit plein qui travaillent là-dessus, qui se rapprochent. Après, c'est comme toujours, ces startups-là, elles savent qu'à un moment, il va falloir vendre le produit. Donc, on les voit, ils travaillent avec nous, ils regardent nos images, ils voient. Mais après, ils vont aller se rapprocher des vendeurs de robots, en fait, pour que le logiciel il soit quasiment intégré dans le robot. C'est ce qui se passe, intuitif à des logiciels. Clairement, se mettre en concurrence en disant je vais développer un nouveau robot, bah oui, comme j'ai dit, hein, je n'ai pas fait de listing de tout, mais il y en a au moins une trentaine qui arrivent sur le marché. Mais on a l'impression, alors même s'il y a des lois de la concurrence sur le plan économique, ils n'ont pas le droit de racheter tout le monde, mais on voit quand même que le nombre de robots, dès qu'il y en a un qui est prêt à sortir, du coup, du jour au lendemain, il a disparu, puis ça a été racheté par un autre gros concurrent à côté. Ça, c'est la loi du marché. Et puis sur les logiciels à intégrer, je pense que si on n'est pas en lien direct avec la boîte, ce qu'on voit un petit peu, le risque, les chances de pouvoir développer si vous n'êtes pas en lien avec eux va être compliqué. Dans le sens que si vous avez un logiciel et que Intuitive va développer le même logiciel, il ne va pas vous faciliter la tâche pour que vous puissiez intégrer son logiciel dans le robot. Vous pourrez toujours faire vos reconstructions avant, mais vous ne pourrez pas le mettre dedans. Donc, la vidéo que je vous ai montrée là, avec l'échographie péropératoire, Intuitive ne fait pas d'échographie, donc il s'en fiche. Je plug mon échographe dessus, ça marche. Le jour où on va avoir une aide ou un guide, un logiciel qui va nous guider pour notre chirurgie, si le vendeur de robot, le propriétaire, la marque du robot le développe le même, il ne va pas vous faciliter, vous, avec votre logiciel, à vous plugger dedans. Donc il y a un marché à prendre, je pense, mais après, c'est un peu notre problème à nous, c'est que des fois, on est obligé, en fait, en tous les cas, ceux qui vont développer ça, avec qui on travaille, c'est qu'ensuite, ils sont obligés de se rapprocher des boîtes de robots. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup Jérôme pour ton intervention et très bonne journée. À bientôt. À bientôt.